Bonsoir, ravi de vous retrouver pour votre journal sur TV Sud Montpellier. Tout de suite, les titres de ce vendredi 18 mars. Au plan des 4 seniors, l'école Calmette lutte depuis un mois pour éviter la fermeture d'une de ses classes. Un combat difficile quand l'Académie de Montpellier annonce la suppression de 76 postes l'an prochain. Avec Olivier Brachard, tout juste rentré de Suisse, nous reviendrons sur la cuisante défaite de Montpellier en Ligue des champions de handball. Pour le compte des 8e de finale, les hommes de Patrice Canaillé se déplaçaient à Winterthur où ils ont concédé 5 buts face à Schaffhausen. Enfin, nous partirons à la découverte des classes Orma, ces anciennes Formule 1 des mers, des trimarans qui ne courent plus en raison de leur trop grande puissance. Quelques passionnés ont décidé de les remettre à l'eau. C'est la dernière ligne droite avant la clôture ce soir à minuit de la campagne pour les élections cantonales. Nous nous sommes intéressés au canton de Montpellier-Neuf, un canton paradoxal où l'on retrouve André Vézinet, le conseiller général sortant du PS et président du conseil général, face à Mohamed Bouklit du Front de gauche. Olivier Roiran nous explique pourquoi les deux hommes ne sont pas parvenus à s'entendre. La Paillade au cœur du 9e canton de Montpellier, un quartier toujours très convoité aux périodes électorales et ce, quelle que soit l'élection. En tout cas, le conseiller général sortant, c'est lui, André Vézinet, président socialiste de l'Assemblée départementale, élu depuis 26 ans. Face à lui, Mohamed Bouklit, issu du monde associatif. Lui aussi, il connaît bien le quartier. À 34 ans, il y est très actif depuis une quinzaine d'années. Aujourd'hui, c'est le grain de sable dans la machine Vézinet bien huilée. Il a même empêché le candidat socialiste d'être élu au premier tour à 53 voix près. Et en plus, il se maintient au second tour, ce qui agace le président du Conseil général. Ça n'est pas dans l'ordre normal du désistement républicain. Il n'a pas voulu s'y soumettre. Dans quantité de cantons, j'ai des informations d'un peu partout. Quand il y a eu 2 personnalités de gauche, la deuxième s'est effacée. Ici, bien, on verra ça, on verra. Je pense que c'est un mauvais choix pour la famille de gauche. Mais je n'ai pas l'intention du tout d'attaquer mon adversaire du jour. J'espère que demain, il continuera dans l'action et qu'il fera du bon travail sur ce quartier. Le scrutin du premier tour nous a permis d'éliminer la droite et l'extrême droite. Nous avons la chance aujourd'hui de pouvoir choisir avec les électeurs justement de gauche. Une gauche du Parti socialiste qui abdique de plus en plus dans les quartiers populaires et une gauche sociale, solidaire, citoyenne, profondément ancrée dans les quartiers populaires, nourrie par le mouvement social, qui dans le cadre du front de gauche des quartiers populaires peut permettre justement d'apporter cette alternative qu'on attend depuis un certain nombre d'années. 2 visions de la gauche, c'est le choix offert aux électeurs du 9e canton de Montpellier pour ce second tour. Et dans le programme du socialiste André Vézinet, il y a l'action pour l'emploi, mais aussi l'aide sociale, importante dans des quartiers où la population vieillit. Mais en période de crise, le président Vézinet identifie une 3e priorité. Pour moi, aujourd'hui, ce qui émerge dans le besoin, c'est le logement. Et donc, je suis interpellé sans cesse sur le thème du logement. Donc, il reste à prendre des initiatives en matière de logement. L'État est défaillant. Il faut que nous trouvions, toutes collectivités locales confondues, et j'agirai dans ce sens pour une espèce de conférence du logement sur des quartiers comme le nôtre. Et il faut que nous allions voir au niveau national ce qui débloque les moyens de faire du logement. Et le logement social, c'est aussi un des thèmes de campagne de Mohamed Bouklit. Il demande plus de transparence dans les critères d'attribution des logements sociaux. Le candidat du Front de gauche veut aussi agir sur le chômage des jeunes. Il parle de démocratie participative et regrette de ne pas avoir pu débattre de ces sujets avec le candidat socialiste. Moi, ce que je dis à André Vézinet, c'est que comme le disait Nietzsche, tout ce qui ne tue pas renforce. Et la force finalement d'un débat populaire, citoyen, relayé sur Internet, nous aurait permis de grandir toute la gauche locale, d'évoquer un certain nombre de questions, la question sociale, la question du logement. Il y a énormément de jeunes qui sont sur le carreau. Quand on voit des constructions de prestige comme Pierre-Vive qui a coûté 130 millions d'euros, on ne refuse pas le débat. Et côté soutien, la cacophonie est cette fois à gauche, dans le 9e canton de Montpellier. Certains communistes voteront Bouklit, d'autres Vézinet. Europe Écologie Les Verts soutient le président du Conseil général. Au premier tour, l'abstention atteignait presque ici les 68%.
Le deuxième tour des élections cantonales se déroule dimanche. À cette occasion, toute l'équipe de TV Sud Montpellier se mobilise pour une grande soirée électorale. Dimanche donc à partir de 20h15. Les résultats, les analyses en direct avec les réactions des candidats et des patrons des grands partis politiques. Le printemps porte souvent en germe les annonces de fermeture des classes, des fermetures de plus en plus nombreuses. Les parents d'élèves rivalisent donc d'initiatives pour se faire entendre. C'est le cas à l'école Calmette du plan des 4 seigneurs. Beau temps oblige, c'est autour d'un pique-nique que parents et enseignants ont dénoncé la fermeture d'une de leurs classes. Un reportage de Laurence Calafatides. Danger. Cette école accueille 240 enfants répartis en 10 classes. Mais il est prévu de fermer une de ces classes pour la rentrée 2011. Et là, personne n'est d'accord, à commencer par les premiers concernés. J'ai pas envie que dans l'école, il y a une classe qui soit fermée parce que pour pas qu'il y ait une maîtresse ou un maître qui parte, et aussi parce que en fait, après on travaillera, on sera pas assez concentré. Une inquiétude partagée par les parents d'élèves venus déjeuner dans la cour de récréation. Campagne électorale oblige, des élus se sont invités au pique-nique. Une occasion d'engager le dialogue. Cette manifestation s'adresse à tous les élus et pour qu'ils comprennent que les enseignants et les parents d'élèves sont tous engagés et sont tous pour le même combat, c'est-à-dire on veut maintenir une bonne qualité d'enseignement pour nos enfants. D'ici 2 ans, 90 enfants venus des maternelles devraient grossir les effectifs de cette école. Une classe en moins, des élèves en plus, l'école Calmette est loin d'être une exception. Ce qui est en train de se passer, 11 000 suppressions de postes il y a un an, 16 000 cette année et 36 000 prévues l'année prochaine, c'est la démolition de l'école publique qui est en marche et donc forcément la voie royale pour une école privée. Pour l'instant, aucune décision définitive n'est prise et l'école ne sera fixée sur son sort que dans quelques semaines. Alors, enseignants, enfants, parents espèrent que leur message sera entendu. Il y a 12 ans, l'incendie du tunnel du Mont-Blanc causait la mort de 39 personnes. Depuis, les règles de sécurité ont été renforcées. Hier soir, sous le tunnel de la Comédie, une voiture prenait feu. Pompiers et forces de police ont mené un exercice grandeur nature sous l'autorité de la ville de Montpellier. Je vous propose d'écouter Serge Florence, premier adjoint au maire, et Pascal Vinicki, commandant du SDIS, revenir sur les résultats de cet exercice grandeur nature. C'est un exercice qui sert à vérifier nos capacités d'intervention en cas d'un incident comme celui-là, c'est-à-dire une voiture qui prend feu dans le tunnel de la Comédie. Donc on veut examiner si nos services interviennent rapidement, si toutes les dispositions sont prises pour évacuer, pour détourner la circulation, pour évacuer les blessés éventuels. Et l'exercice peut nous révéler quelques petits défauts que nous serons amenés à corriger. Le bilan est quand même positif puisque les systèmes de sécurité tunnel ont fonctionné. La chaîne d'alerte pour les secours a également fonctionné. La condamnation de l'accès au tunnel est pareil. Bon, après, nous, l'acheminement des secours pour arriver au sinistre est un peu long, mais c'est dans l'ordre normal des choses, puisque le cheminement est à peu près de 200 mètres entre le point d'eau et la voiture. À noter que les services de secours ont mis 17 minutes pour intervenir, ce qui satisfait grandement le service d'incendie de secours. Parlons cinéma maintenant. Il y avait déjà eu La Graine et le Mulet ou Les Souvenirs de plage d'Agnès Varda. Cette fois, c'est la terre d'accueil et de transit sétoise qui sert de toile de fond au nouveau film de José Alcala. Catherine Frotte en est le personnage principal. Louis Tolleron et Ghislain Fondevilla ont rencontré le réalisateur à l'occasion de l'avant-première de Coup d'éclat. Hier, au cinéma Le Diagonal, était projetée la première française de Coup d'éclat. Ce film tourné à 7 par le Montpelliérain José Alcala met en scène l'actrice Catherine Frotte dans le rôle d'un capitaine de police désabusé. Une actrice généralement connue pour ses rôles dans des comédies. Je cherchais quelqu'un qui soit une comédienne populaire, et la première sur la liste est Catherine Frotte, qui soit capable d'amener, de rentrer dans un film difficile, fragile, pour peut-être la mener devant un public plus large. À l'issue de la projection, la salle a accueilli sous les applaudissements le réalisateur ainsi que son actrice principale. Un débat s'est donc engagé et les critiques ne se sont pas fait attendre. Déçu sur à peu près toutes les tentatives de raconter une histoire sur les problèmes liés à l'immigration. Un tableau de la société actuelle et ça m'a fait beaucoup plaisir. Je trouve que le film est très beau sur le plan des sentiments exprimés par Catherine Frotte. Extraordinaire parce que justement il y a toute cette ambiance, il y a cette actrice qui est extraordinaire.
J'aime beaucoup le cinéma français d'habitude et là j'étais un petit peu déçu de ce film parce que j'ai trouvé que c'était très plat en fait, pas beaucoup d'action. Pour son deuxième long métrage, José Alcalá divise. Rendez-vous donc le 27 avril en salle pour sa sortie nationale. Ouvrons maintenant une page sport avec la sévère défaite des Montpelliérains en Suisse pour le compte des huitièmes de finale aller de la Ligue des Champions. Une défaite qui pourrait mettre fin aux ambitions du MAHB dans cette compétition. Olivier Brachard était notre envoyé spécial à Winterthur. Gagner avec 6 buts d'écart, voilà le défi de Montpellier au match retour. Les Suisses de Schaffhausen, loin d'être favoris sur le papier, ont pourtant largement dominé un MAHB méconnaissable. Deuxième contre-performance en une semaine avec l'élimination en Coupe de France face à Chambéry. Je crois qu'on a peut-être perdu un peu de confiance. La défaite de Chambéry a peut-être marqué plus que ce qu'on pense certains joueurs. Et à partir de là, j'ai trouvé qu'on était en doute, on était très timoré dans les 10 premières minutes. On a eu un nombre d'échecs au tir incroyable. Alors sur des situations qui étaient des situations assez claires. Effectivement, le gardien de la sélection islandaise Gustafsson est dans un grand jour. Mais l'absence de l'artilleur William Acambré est pour beaucoup dans cette contre-performance montpelliéraine. Plus de tireurs de loin pour déséquilibrer la défense adverse et créer des intervalles. Un Nikola Karabatic qui manque visiblement de jus pour faire la différence. Et enfin, Kavtichnik qui ne peut plus jouer sur son point fort, la vitesse. L'écart se creuse, 17-11 à la mi-temps. Que faire? L'entraîneur Patrice Canaillé a beau crier après sa défense beaucoup trop statique et naïve. Il a beau faire permuter sa base arrière, il n'y a guère que Bojinovic qui trouve des solutions. Comme son équipe, l'entraîneur montpelliérain semble impuissant. Et le score prend des proportions inattendues, 29-19 à 10 minutes de la fin du match. On a manqué d'efficacité, on a manqué des shoots, on a fait des pertes de balles. C'est assez catastrophique, donc voilà, par rapport à tout ça, c'est pas très grave parce qu'on aurait pu repartir avec 8-10 buts et là ça aurait été beaucoup plus compliqué. Heureusement, dos au mur, le staff montpelliérain trouve enfin une solution tactique pour limiter la casse. Une prise en individuel du grand estonien Patrai et l'entrée en jeu du rugueux défenseur Rémi Salou. Ajoutez à cela un zeste d'amour-propre et de combativité et le MHB s'incline finalement avec un inespéré -5. Score final 31-26, un scénario pas forcément envisageable avant cette rencontre et pourtant c'est un moindre mal vu la physionomie du match. Parlons football maintenant. Les supporters du MHSC ont de moins en moins l'habitude de le retrouver sur les terrains. Après avoir purgé 5 matchs de suspension en janvier pour un coup de coude sur le Brestois Nolan Rook, Emir Spajic a été suspendu à titre conservatoire par la commission de discipline de la Ligue jusqu'à sa convocation le 14 avril. Une convocation qui fait suite à un nouveau coup de coude asséné à Issam Djema, l'arbitre de MHSC de Lens ne l'avait pas sanctionné sur le moment, mais à l'issue du match, dans son rapport complémentaire, le défenseur central bosnien ratera au minimum les 2 prochaines rencontres. Sylvia a 38 ans. Ce week-end, elle dispute à Valence les demi-finales des championnats de France de body fitness, une discipline qui vous forge un corps de rêve. Franck Chassagnon n'y a pas résisté. Il l'a rencontrée à l'entraînement, à la Grande Motte. Depuis l'âge de 13 ans, en fait, je fais de la musculation. Là, cette année, je me suis fait un petit challenge personnel à 38 ans. Je me suis dit, allez, je me lance et je vais essayer de faire le championnat de France pour commencer, quoi. Pour concourir au championnat de France de body fitness, Sylvia se doit d'avoir une hygiène de vie irréprochable et de suivre un entraînement rigoureux aux côtés de son entraîneur. Il faut qu'elle soit là, il faut qu'elle soit très assidue, il faut qu'elle fasse son cardio le matin, il faut qu'elle fasse sa musculation le soir. Et le plus dur, c'est la diète. La diététique aussi, qui fait partie à 50% de son entraînement. Le matin, je commence par du cardio, en 3 quarts d'heure, 1 heure de cardio. Ensuite, je vais travailler. Chez moi, j'arrive ce coup, il est 17h30. Je prends mon sac et je viens donc à la salle. J'en ai pour 1h30, 2 heures d'entraînement. 1, 4. Pas bien jusqu'au bout. Tout le monde ne serait pas prêt à faire de tels sacrifices pour sculpter son corps, mais Sylvia, mère d'une petite fille, réussit à concilier sa vie de famille et son activité. Le body fitness est une passion partagée avec son mari, qui la soutient dans ses entraînements. Voilà, c'est le corps qu'on essaie de sculpter, c'est un petit peu, voilà, c'est le culte du corps. Si on va dans des pays comme le Brésil, etc., c'est quelque chose qui est courant là-bas, puisque tout ce qui est chirurgie esthétique, sport, culte du corps, c'est quelque chose qu'ils pratiquent régulièrement et qui n'est pas jugé par tout le monde comme quelque chose de néfaste.
Ici, c'est vrai que c'est un sport qui est tout de suite montré du doigt, parce que dès qu'on parle de bodybuilding, de musculation, on parle tout de suite de dopage. Donc là aussi, il faut un petit peu remettre les choses dans le contexte. C'est un sport assez narcissique quand même quelque part, parce qu'on aime se regarder, on aime se voir évoluer. Ce week-end, l'enjeu sera de taille pour Sylvia lors des demi-finales de Body Fitness à Valence, qu'elle disputera dans la catégorie premier pas, réservée aux athlètes n'ayant jamais fait de compétition auparavant. Une bien belle athlète, Franck Chassagnon, ne manquera pas de nous en donner des nouvelles. Voile maintenant, Bourgnon, Perron ou Franck Camas les ont domptés sur les océans, mais les classes hors masse et trimarans géants de 60 pieds étaient décidément trop puissants. Cette classe a donc été réformée en 2007. À 7, quelques passionnés les ont remises en course. Ghislain Fondévilla et Louis Tolleron ont navigué à leur côté. Près de 20 mètres de haut, une vitesse de croisière de 30 nœuds, le trimaran Émotion, actuellement amarré au port de Sète, est l'un des derniers géants hors-mât encore à flot. Aujourd'hui, il n'y aura plus de bateaux aussi exceptionnels et avec ce qu'on appelle des polaires aussi poussés. Tous les multicoques qui sont construits aujourd'hui sont des bateaux puissants, mais moins que les hors-mât. C'est pour ça d'ailleurs que la classe a été arrêtée en 2002 pendant la route du Rhum. C'est une chance exceptionnelle qu'on a d'être sur un bateau comme ça, parce que déjà il n'y en a pas eu beaucoup. Et puis c'est quand même réservé à l'élite des coureurs au large. L'équipage de l'Émotion fera route en début de semaine prochaine en direction de Lorient. Sur place, ils participeront au plus grand événement sportif étudiant d'Europe, l'EDEC. Cependant, les activités de cette Formule 1 des mers ne se cantonnent pas qu'à cela. On a une activité qui est orientée vers les particuliers, c'est leur faire découvrir la navigation sur un trimaran de course de ce type-là. Donc on les emmène à la demi-journée naviguer. Après on a une activité orientée pour les entreprises, c'est tout ce qui est séminaire, formation, voilà, pour les entreprises, où ils viennent naviguer, forger l'esprit d'équipe dans les entreprises. Pour les amateurs, le trimaran se rendra à Leucate du 23 avril au 1er mai pour le Mondial du Vent. Voilà, c'est la fin de ce journal. On se retrouve dimanche dès 20h15 pour la soirée électorale du second tour des élections cantonales. À dimanche donc, très bon week-end à tous.